Actuellement, on est devant chez moi, la seconde maison qu'on a eue à Buenos Aires entre 1969 et 1974. Ici, à gauche de la porte d'entrée, c'était le salon salle à manger. Actuellement, il y a une piscine pour bébés. C'est un centre de matro-natation. À droite, le garage. Et au premier étage, à gauche, c'était la chambre de mes parents. Et à droite, celle de certains de mes frères. Et derrière, comme on était très nombreux, il y avait une autre chambre de mes frères. Il y avait la chambre de ma sœur. Et au deuxième étage, sur la terrasse, tout au bout, on ne le voit pas de la rue, c'était la chambre que nous partagions avec Yves. Buenos Aires, octobre 2025. Je suis dans le quartier cossu de Belgrano, devant une maison blanche coincée entre des immeubles résidentiels, celle où habitait dans les années 70 la famille Domergue. Et derrière, il y avait un jardin, oui, un bout de jardin avec des plantes. Des Français arrivés en Argentine en 1959. C'est la dernière maison que nous avons habité tous ensemble. Quand mes parents et mes frères sont partis en octobre 1974, on est partis de cette maison-là. Et bon, c'est là où j'ai vécu avec Yves pour la dernière fois, au deuxième étage, tous les deux seuls dans notre chambre, dans notre refuge. Éric nous raconte l'histoire de son frère aîné, Yves, lié à une des périodes les plus sombres du pays, la dictature du général Videla de 1976. Pour les 50 ans du coup d'État, voici un récit contre l'oubli, un hommage à celles et ceux qui œuvrent sans relâche depuis le début pour la mémoire des disparus. C'est une histoire singulière, unique, la quête d'une famille persévérante et qui devient, avec son dénouement, un symbole en Argentine. C'est aussi l'histoire de 23 autres Français et même de 30 000 personnes disparues pendant cette période, les desaparecidos. Yves, le frère que j'ai eu. Premier épisode. C'était mon exemple, Yves. En effet, j'ai toujours dit que si Yves n'avait pas pris cet engagement ou n'était pas resté en Argentine, ma vie aurait été aussi tout à fait différente. Non, je serais rentré avec la famille, on serait tous rentrés avec la famille en France et on serait en France avec un Éric Domergue 100% différent. Vraiment. Oui, c'était mon exemple. Imagine qu'on partageait tout, non? Parce que comme on était les deux aînés et après il y avait la seule fille, donc on avait toujours la chambre pour nous deux, on allait au foot ensemble, on faisait les camps scout ensemble, on avait même des copains ensemble, etc., etc. Donc on partageait énormément. Il avait 1 an et demi de plus que moi, donc c'était vraiment mon exemple. Et quand il a pris cet engagement politique, il m'en parlait, et bon, je me suis formé, je comprenais pas très bien, non, j'étais assez nul, mais je me suis formé à son exemple, quoi, à tel point qu'après, ses anciens camarades me disent, lui, à 22 ans, c'était vraiment un dirigeant révolutionnaire, hein. Il était très jeune, mais bon, moi, à 20 ans, j'étais un ignore, mais j'ai quand même beaucoup appris avec lui et j'ai suivi son exemple. C'est pour ça que quand je suis rentré en France en 1975, dès le premier jour, j'ai préparé mon retour en Argentine pour être avec lui. Il n'y a que Yves qui est resté définitivement en Argentine. Lui, il a dit non, je ne rentre pas en France. Avec ma sœur Brigitte, nous sommes restés quand même quelques mois de plus pour passer notre bac. Mais après, en 75, au début 75, on est retourné en France aussi. Et moi, j'ai passé 1 an à Paris pour préparer mon retour en Argentine. Et j'ai débarqué de nouveau en Argentine en mars 1976, quelques jours avant le coup d'État militaire. Je me rappelle quand mon père sont allés à l'école pour retourner à la maison. Je me rappelle parce que la radio de ce moment-là, de la voiture, répète que les forces militaires
vient à occuper le gouvernement de l'Argentine. Ça, je me rappelle très très bien. J'ai 12 ans. Yves a été bachelier en décembre 71 et donc en 72 il est entré à la fac. C'était à l'époque en Argentine un moment d'effervescence politique. Tous les jeunes étaient impliqués, il y avait vraiment une militance massive à tout niveau, syndical, les étudiants, la politique, etc. Et bon, il a commencé à militer avec la gauche à l'université, au centre d'étudiants, qui était d'ailleurs même clandestin, le Parti révolutionnaire des travailleurs. Donc son engagement avec son pays d'adoption, son engagement avec la situation argentine a fait que en 1974, il avait 20 ans, ils disent simplement non, moi, mon lieu, mon engagement, c'est avec l'Argentine et je reste en Argentine. Et mes parents n'ont pas aimé ça du tout, bien sûr, mais bon, il était majeur, il avait 20 ans, donc ils n'ont rien pu faire. Ça s'est plutôt bien passé, quoi. C'était des débats à la maison, mais très, très civilisés, quoi. Mon frère Yves discutait très souvent, surtout avec mon père, mais dans des termes très corrects, tous les deux, non, ils n'étaient pas d'accord. Mes parents ont toujours été très conservateurs. Donc, bon, avoir un fils tellement à gauche, c'était pas leur plus grand plaisir, quoi. Mais bon, ils ont accepté ça, ils n'ont rien pu faire. Et voilà, et Yves, il est resté. Son idée était, tous les certains temps, d'aller en France pour voir la famille, etc. Il n'a pas coupé tous les ponts. Je vais faire le tour un peu de tout ce qui peut vous intéresser, en essayant de ne pas trop répéter ce que je dis dans les lettres. Bien, enfin, en dehors du lycée, ce que je fais en général, enfin, je vois des Français, spécialement toi, maman, tu peux être contente sur cet aspect-là. Oui, à partir du départ de mes parents et de ma famille en 1974, on s'envoyait des cassettes. C'est-à-dire quand moi j'étais avec Yves ici, on enregistrait entre les deux des cassettes en racontant notre vie, en racontant des souvenirs, en posant des questions à mes parents, à mes frères, etc. Et on l'envoyait en France. Quand Yves était seul en 1975, donc lui, il enregistrait ses cassettes tout seul, non ? Et il les envoyait comme ça, c'était un contact beaucoup plus proche qu'on avait pu construire en famille. La police à la faculté devient de plus en plus brutale, vraiment de plus en plus sauvage. Tout d'un coup, dans la faculté, il y a eu des hurlements qui ont eu lieu, enfin en plein cours. Donc tous les élèves, tous les étudiants sont sortis. Les hurlements d'une personne, c'était pas une foule. Donc une fois passé tout ça, toute la police en civil est rentrée, une quinzaine de flics en civil sont rentrés et ont commencé à faire rentrer tous les élèves chacun dans leur classe. Et comme les élèves qui étaient indignés, étant donné que les cris démontraient qu'il avait été brutalisé, qu'on avait dû lui casser la gueule directement. Alors, tout le monde était impressionné, indigné, et puis ils refusaient de rentrer dans leur classe. Alors les flics sont devenus hystériques. Et ils ont commencé à... D'abord, il y en a un qui avait une mitrailleuse, qui a commencé à viser tous les étudiants en les menaçant d'un ton vraiment menaçant, ce qui a été assez impressionnant. Et ensuite, ils sont devenus de plus en plus hystériques, ils ont commencé à prendre des étudiants au hasard et leur ont cassé la gueule, mais devant tout le monde. Et ils les ont jetés par terre, leur ont donné des coups de pied, ils leur ont sauté dessus, il y en a qui sont partis en saignant même. Vraiment un spectacle horrible. Pas de WhatsApp à l'époque, mais les bonnes vieilles cassettes conservées par la famille depuis des années et la voix de Yves Domergue qui nous plonge dans la terreur qui s'installe petit à petit. Entre 1974 et 1976, toute la famille Domergue est en France, sauf lui. Son frère, Éric, de son côté, ne pense qu'à une chose, retourner en Argentine. Et malgré le climat de violence qui annonce le prochain coup d'État, il prépare en douce son voyage. Il a mis en place un stratagème même pour ne pas éveiller les soupçons de ses parents. Il n'y avait plus de place dans l'appartement qu'ils avaient loué à Épinay pour tout le monde. Donc mon père a loué une succursale, un petit appartement à 200 mètres de là, où Brigitte et moi, et même le quatrième, le numéro 4, si tu veux, Jean-Luc, nous sommes installés. Non ? Donc, Yves
nous écrivait à rue Maurice Ravel, où nous habitions nous, non ? Et dans la même enveloppe, il y avait 2 lettres. Une lettre en général, oui, pour que tout va bien, je ne sais pas quoi, etc. J'étudie, je travaille, je fais ci, je fais ça, il fait beau, il ne fait pas beau, etc. Et l'autre avec toutes les consignes pour préparer mon retour en Argentine. Comme ça, moi, je montrais la lettre générale à mes parents, à mes frères, regardez, Yves nous a écrit, etc. Et l'autre, je la gardais pour moi. On faisait ainsi, et comme ça, on a préparé pendant de longs mois le retour. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise de nettoyage industriel où mon père était directeur. Et là, à ce moment-là, il savait déjà que j'allais rentrer en Argentine. Et il était sympa, quoi, parce qu'il ne m'a pas mis de bâton dans les roues, quoi, parce qu'il aurait pu très bien me dire « Non, bon, écoute, va travailler ailleurs » ou je ne sais pas quoi. Mais non, il m'a fait travailler dans son entreprise. Et bon, comme ça, j'ai réuni assez d'argent pour payer mon billet de bateau. Et j'ai pris le bateau vers l'Argentine, début mars. Mon frère m'a dit dans la dernière lettre, écoute, quand tu arriveras en Argentine, 15 jours plus tard, on ne sait pas si le gouvernement péroniste tiendra le coup encore ou s'il y aura déjà un coup d'État, parce que c'est un coup d'État très annoncé. Le coup d'État a eu lieu le 24 mars 1976 et dès les premiers mois, une politique de répression d'une brutalité inouïe va s'abattre sur les Argentins. Des centaines de travailleurs, de syndicalistes, d'étudiants et de militants politiques ont été enlevés à leur domicile, sur leur lieu de travail ou même dans la rue. Des lieux de détention et de torture sont créés un peu partout dans le pays. Mes parents étaient inquiets, ils étaient très inquiets, mais personne n'a jamais imaginé ce que serait la dictature de 76. Sandra, Véronica, Miguel et Anna Maria ont vécu cette période. Personne. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Un jour, je sors de chez moi, habillée comme ça, avec un long t-shirt qui faisait un peu mini-jupe. C'était plein été, il faisait chaud. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. J'avais mes cheveux comme ça, bouclés en l'air et tout. Et j'avais gagné un peu de sous à mon boulot. Je voulais m'acheter une bague que j'avais vue pas loin de chez moi. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Je sors de chez moi, je commence à parcourir les rues et il y avait des policiers qui étaient pas loin. Moi, j'arrive. Écoutez bien, je me suis fait arrêter par le policier qui était là, qui m'a dit documents. Alors j'ai dit j'ai pas mes documents. Il m'a dit comment ça se fait que t'as pas tes documents? Voilà, je vais m'acheter une bague. Je suis pas sortie avec les documents, voilà. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Et moi, si je t'ai fait disparaître maintenant, alors il appelle un mec comme lui qui était en face de chez lui, et puis là, j'aperçois un Ford Falcon. Donc je me suis vue disparaître, je me suis dit, punaise, ça tourne mal. et le monsieur, il m'a dit, écoute, il m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un taxi et tu vas aller chez toi, là, direct, il m'a dit. Parce que si moi, je t'ai fait disparaître, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors j'ai dit, j'appelle mes parents. T'appelles tes parents si moi je te laisse. Tu comprends bien ça? Alors maintenant, tu prends ton taxi et tu te barres d'ici, mais en vitesse. Tous les jours, on avait des camarades qui ne rentraient plus, qui n'étaient plus là. On voyait dans la rue, je me souviens à 12 ans de voir une voiture qui mettait par la force une personne à l'intérieur. Mon oncle, Bernardo Galitelli, il a été pris par les militaires en laissant le temps que mon père, ma mère et mes deux sœurs puissent s'échapper par le toit. Et ils ont vécu en clandestinité en Argentine pendant presque un an, jusqu'à ce que une des organisations frères de l'organisation du PIO en Argentine leur ait donné la possibilité de passer la frontière par El Dorado à Misiones, tout en clandestinité.
Et nous écoutons dans la nuit les automobiles qui s'arrêtent, les personnes qui marchent très vite, qui courent, et sur le port. Ça, on écoute les cris, mais personne ne sort de sa maison. Oui, ça, j'ai entendu ça. Je m'appelle Ana Maria Cariega. J'ai été kidnappée à l'âge de 16 ans, alors que j'étais enceinte de moins de 3 mois. J'ai été emmenée dans un centre clandestin de détention, de torture et d'extermination, connu sous le nom de Club Atlético, ou CA, Centro Antisubversio. Il s'agissait d'un lieu situé dans le sous-sol d'un bâtiment appartenant à la police fédérale, situé sur l'avenue Paseo Colón, entre Cochabamba et San Juan. J'y suis restée près de 4 mois, dans des conditions de vie inhumaines. Torturée, les yeux bandés, enchaînée, j'ai été soumise à des situations terribles. Et après 4 mois, ils ont fini par me libérer. J'ai été kidnappée le 13 juin et libérée le 30 septembre. Ana Maria, que vous venez d'entendre, c'est la fille d'Esther Balestrino de Cariega, l'une des fondatrices des Mères de la Place de Mai. Ces femmes, avec leurs petits foulards blancs, qui marchaient chaque jeudi pour protester. Elles tournaient autour de la pyramide de Mai parce que la police de la dictature interdisait les rassemblements immobiles et leur ordonnait donc de circuler. Elle fut tuée en décembre 1977 lors d'un vol de la mort. Cette pratique, initiée par les Français en Algérie, utilisée par les militaires argentins, était de jeter les opposants vivants d'un avion dans le Rio de la Plata. Alors, je retourne chez Eric et je marche dans le quartier très vivant de San Telmo. Partout dans la ville, vous avez des plaques devant les maisons sur le trottoir avec le nom des personnes enlevées chez elles. Sur les murs, le chiffre 30 000 écrit en grandes lettres noires et puis des pochoirs qui représentent le foulard des grands-mères de la place de Mai, soit sur les trottoirs, soit sur les murs. Là aussi, c'est très visible cette période. Eric et Yves sont donc en septembre 1976, tous les deux à Buenos Aires, dans ce climat oppressant, et les choses vont se précipiter. Donc j'ai vécu le coup d'État ici en Argentine, et les premiers jours, et les mesures de sécurité qui étaient encore beaucoup plus fortes. Donc je ne savais jamais comment contacter Yves, c'est Yves qui pouvait me contacter. Et on avait des différentes méthodes, quoi. À l'époque, je travaillais dans une boulangerie. J'étais dans l'arrière-boutique et aussi dans la boutique. Et donc, de temps en temps, il venait passer par la boutique, il achetait 2 petits pains parce qu'il n'avait pas de sous. Donc, et au moment où il passait devant moi, devant le comptoir, simplement, il me disait « Demain, à 5 heures. » Non ? Après-demain, à 3 heures. Et on savait déjà où était fixé le rendez-vous. Le rendez-vous était dans une rue qui s'appelle Sucre, qui était près de notre quartier d'enfance, donc un quartier qu'on connaissait bien. Et donc, lui, il empruntait la rue depuis le haut, moi depuis le bas. Et à un moment donné, on se rejoignait tous les deux, et on prenait le premier coin à droite, et on bavardait comme si de rien n'était. On parlait surtout de la famille, je lui montrais les lettres, parce que c'est moi qui recevais les lettres de ma famille. Donc, et on parlait de tout sauf de politique, ou en tout cas pas de militance. Peut-être de politique générale, mais pas de militance, non. Alors, il ne savait jamais comment le contacter, il ne savait jamais ce qu'il faisait.
comme Yves participait d'un mouvement clandestin, il n'avait pas le droit de me parler de ses activités. Pour deux raisons. L'une, parce qu'il ne fallait pas que d'autres personnes sachent ce que faisait un autre, mais en plus pour me protéger. Parce que bon, si moi j'avais eu un problème, si j'avais été pris par exemple, je n'aurais pas pu répondre aux questions qu'on m'aurait posées, quoi. Non, c'est une façon de me protéger. D'après ce que j'ai pu reconstruire un petit peu les années suivantes avec des camarades à lui que j'ai pu rencontrer surtout en exil, c'est surtout qu'il a été instructeur prof, si tu veux, dans des écoles politiques du parti, clandestines évidemment, non? Donc il enseignait le matérialisme historique, l'histoire argentine, l'histoire du marxisme, l'histoire des révolutions, l'économie politique, etc., à d'autres militants, surtout à des jeunes, non? Parce que le Parti révolutionnaire des travailleurs formait aussi intellectuellement, si tu veux, ses propres militants. Tous les certains temps, Yves me disait simplement, lors de nos rencontres, écoute, ne t'inquiète pas si pendant quelque temps je ne vais pas te voir, je ne te contacte pas, parce que, bon, j'ai quelque chose à faire, simplement. Ça voulait dire qu'il devait partir quelque part, hein, mais comme il ne me donnait aucune piste, je ne pouvais pas savoir où il allait. Et ça arrivait de temps en temps. Et début septembre, c'est arrivé aussi, non? Simplement, on s'est vu dans cette rue Sucre, et avant de nous quitter, il m'a dit, bon, écoute, t'inquiète pas, hein, pendant un certain temps, quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens pas. Voilà, et le temps passait, septembre, fin septembre, quand on s'est m'inquiéter, il n'y avait pas de nouvelles de lui. La consigne qu'il m'avait laissée, évidemment, c'était que si un jour il lui passait quelque chose, si un jour il lui arrivait quelque chose, il fallait que j'aille au consulat de France à Buenos Aires. Personne ne m'a dit on a vu que ton frère était enlevé, ou on a vu que ton frère est en prison, ou rien. Le temps passait et il n'y avait pas de nouvelles de lui. Donc j'ai attendu un maximum, beaucoup même, et ce n'est que début novembre que je suis allé au consulat. J'ai d'abord contacté une amie de la famille, une amie de mes parents, qui nous aimait beaucoup, qui nous a vu grandir, on était très proches. Et bon, je l'ai contacté, même clandestinement, hein, je lui ai donné rendez-vous dans une église, c'est-à-dire tout se passait de cette façon-là, même pour cette pauvre dame. Non, je l'ai appelé, je lui ai fixé rendez-vous dans une église, et là je lui ai simplement dit que j'ai plus de nouvelles d'Yves, il faut qu'on aille au consulat. Je ne voulais pas y aller moi-même, parce que je me suis dit, si j'y vais moi, ils vont me dire de partir aussi. Et moi je voulais rester à l'époque. Et donc c'est elle qui s'est occupée, elle m'a contacté quelques jours plus tard, elle m'a dit bon, ils ont prévenu ton père. Moi j'avais d'abord prévenu ma sœur par une lettre qu'un ami lui apportait en main parce qu'il voyageait en France. Donc la nouvelle était déjà arrivée au sein de la famille. Et ce que mon père et le consulat ont accordé, on se sont mis d'accord, c'était que je rentre en France le plus tôt possible, pour pas que je suive le même sort qu'Yves. J'ai mis quelques semaines à me décider, mais j'étais très rapidement orphelin de mon frère. C'était l'Argentine, une énorme prison. Même beaucoup de copains étaient déjà en prison. Ma propre militance était au minimum parce que les principaux dirigeants de notre parti, du PRT, du Parti révolutionnaire des travailleurs, avaient été tués à la mi-juillet. Donc c'était un peu la catastrophe, quoi. Donc finalement, je me suis dit,
j'ai plus rien à faire en Argentine, j'ai plus mon frère, j'ai plus ma référence, j'ai plus mon parti. Et je suis rentré en France et c'est l'occasion en France de commencer une campagne pour essayer de sauver la vie de mon frère. Qu'est devenu Yves Domergue ? Comment sa famille va-t-elle se mobiliser ? Quelle fut l'attitude et le rôle du gouvernement français de l'époque ? C'est à suivre dans le 2e épisode. Yves, le frère que j'ai eu. Un documentaire sonore de Vincent Gerle en 4 épisodes. Prise de son, montage, Vincent Gerle. Réalisation, mixage, Vincent Gerle et Capucine Fray. Musique originale, Frédéric Delahogue. Illustration visuelle, Mr. Gwen.